la justice, la police, la gendarmerie, par exemple. Cette définition, qui fut adoptée par le Parlement européen, ça a été rappelé par notre rapporteur Sylvain Maillard le 1er juin 2017, j'avais en tant que membre du Parlement européen à l'époque eu l'honneur de la voter, elle a le mérite de pouvoir, par exemple, faire reconnaître comme antisémites des propos haineux tenus à l'encontre de l'État d'Israël et appelant à son anéantissement en ce qu'il est constitué, l'État d'Israël, perçu comme une collectivité composée de citoyens juifs. Bien évidemment, l'adoption de cette définition de travail ne saurait en rien limiter la critique à l'encontre d'une politique menée par un gouvernement, d'une politique menée par un État, et nul ne se prive de critiquer cette politique. Je voulais donc affirmer, Monsieur le Président, et j'en termine, l'engagement résolu du groupe Les Républicains à voter en faveur de cette proposition de résolution, l'engagement résolu de notre famille politique à lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, comme d'ailleurs contre toute forme de racisme et de haine des autres. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Bruno Millienne pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté, et pour une durée de 10 minutes. Salut Bruno. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le député Maillard, mes chers collègues, la recherche de la concorde entre les individus de pays, d'opinions ou de confessions différentes est l'idéal qu'a toujours poursuivi ma famille politique, et nous savons combien les sujets religieux et identitaires viennent parfois le compromettre. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté se sent totalement solidaire de ce combat. Il a même été, pour beaucoup d'entre nous, la raison de notre engagement politique. L'antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, n'ont pas leur place dans notre République. Et cela, nous devons le réaffirmer autant que nécessaire. Car si la démocratie a un ennemi, c'est bien le camp du fanatisme, de l'intégrisme et de l'ignorance que celui-ci trouve ses plus grandes forces. C'est pourquoi notre République a très tôt compris l'enjeu que représentait pour elle l'instruction, celle qui permet de s'élever un peu plus haut que soi, d'être à même de pouvoir se forger une opinion et d'être capable de saisir l'immensité du savoir, de la connaissance qui forme notre commune humanité. Nous savons aussi que cette tâche est sans cesse à recommencer et que chaque génération porte la responsabilité de s'y tenir. Notre temps est traversé de convulsions qui donnent lieu à des actes de la plus extrême barbarie. Vous en rappelez quelques-uns, monsieur le député. Agression, injures, meurtres, profanation. Notre pays, comme beaucoup d'autres en Europe, connaît une recrudescence de la violence à l'endroit des Juifs. Et nous savons que cet antisémitisme prend racine pour une large part dans un conflit et dans des affrontements qui dépassent largement nos frontières nationales. Vous le dites parfaitement, mon cher collègue Maillard, l'antisémitisme du XXIe siècle a changé. Il est porté au nom de causes différentes, mais les motifs de sa haine restent, quoi que l'on en dise, toujours les mêmes. Mêmes injures, mêmes stéréotypes, même a priori. L'ignorance et la bêtise n'ont jamais eu beaucoup d'imagination, mais crient toujours plus fort que tout le monde. La colère des imbéciles remplit le monde, écrivait déjà Bernanos dans ses grands cimetières sous la lune. Il revient aux hommes de bonne volonté de ne pas y succomber et de tenir ferme la voie de la mesure, la seule qui puisse éviter que le monde ne se défasse. Et pour cela, je ne connais qu'une seule exigence, la fraternité, et qu'un seul moyen, rassembler. Rassembler, c'est se tenir à égale distance des uns et des autres. C'est n'être pas pris dans le jeu des soubresauts de l'actualité qui enferment et condamnent à être le jouet d'un destin qui vous domine. C'est tracer, au-delà des événements de notre quotidien, les conditions de la vie citoyenne et de la concorde. Rassembler, c'est aussi saisir dans un même mouvement toutes les données d'un problème pour en trouver une issue par le haut et pour tous. C'est enfin créer les conditions du rassemblement. À l'évidence, celles-ci ne sont pas ici réunies. D'abord parce que le motif retenu est loin, très loin, de faire consensus. Utiliser le mot antisionisme en lieu et place d'antisémitisme pose question, Monsieur Maillard. Je sais que vous ne faites pas cette confusion, et chacun voit de quelle réalité l'on parle lorsque l'on y recourt. Mais attester de sa validité
même qui recouvrirait une réalité de fait à laquelle chacun pourrait se référer, c'est nier sa polysémie, l'étendue de ses définitions. C'est un terrain sur lequel nous croyons qu'il est risqué de s'engager. Chacun reconnaît le travail fait par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Travail de sensibilisation, travail d'information. Nous savons aussi l'inquiétude de cette organisation et d'autres face à la montée des menaces qui pèsent sur Israël. Et l'honneur de la France a toujours été de défendre à la fois l'inaliénable droit à l'existence d'Israël et sa coexistence avec un État palestinien. Mais chacun sait aussi les difficultés qui sont celles du législateur lorsqu'il veut écrire et décrire l'histoire à la place de ceux dont c'est la charge. Rappelons-nous les débats intenses qui eurent lieu lors du vote de la loi Guessot. Elle fut alors très contestée par des femmes et des hommes dont la probité ne saurait être discutée. Je pense notamment à Simone Veil, à Robert Badinter ou à Pierre Vidal-Naquet. Le mérite de cette loi et la raison pour laquelle elle a subsisté, c'est qu'elle entendait lutter contre tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. En la matière, il faut se garder de toute méprise et de toute initiative qui pourrait s'avérer contre-productive à propos d'un sujet aussi difficile et multiforme. Vous savez bien les controverses que suscite la définition que vous nous proposez d'adopter. Si nous ne sommes pas dupes de ce qu'elle est largement alimentée par des groupes dont les intentions sont tout sauf innocentes, nous voyons aussi les limites qu'elle imposerait à l'usage. Précisément, si l'on veut que l'antisémitisme soit combattu dans toutes ses dimensions, en donner une telle définition, c'est forcément en limiter sa portée. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas de consensus sur cette résolution qui échoue à atteindre le but qu'elle se fixe, rassembler. Alors que nous connaissons la fragilité de notre corps social, ses crispations et ses passions, il nous revient en tant qu'élus de ne pas faire de distinction et combattre avec la même résolution, en même temps, toutes les formes d'incitation à la haine. L'universalité est l'un des grands principes de notre civilisation. C'est celui sur lequel nous entendons fonder notre action. C'est pour cette raison que nous considérons que ce sujet aurait dû être abordé d'un point de vue global, en traitant de toutes les questions, toutes les problématiques, tous les aspects du sujet. C'est pourquoi nous soutenons l'idée de la création, portée par nos collègues de La République En Marche, d'une mission d'information dont l'objet sera précisément de faire un état des lieux des formes nouvelles que prend le racisme de nos jours. C'est, je crois, la seule issue possible pour trouver les voies du rassemblement qui, je le sais, nous anime toutes et tous. C'est ce message que nous devons relayer, celui d'une République qui prend en compte le devenir de tous les citoyens. En attendant, le groupe du mouvement démocrate apparenté s'abstiendra sur ce texte et laissera la liberté de vote à chacun de ses membres. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Michèle Victory pour le groupe socialiste et apparenté, et pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce ne sera pas la première fois que l'examen d'un texte nous divise. La proposition que nous examinons aujourd'hui n'échappe pas à cette règle. Elle est non seulement inutile, mais nous paraît porter en elle des germes d'une controverse et d'une instrumentalisation dangereuse dont notre pays n'a vraiment pas besoin. Bien que la seconde proposition ait été expurgée des éléments qui avaient déclenché nombre de réactions et une inquiétude légitime quant à l'intention de ce texte, le doute que vous avez semé persiste et vous prenez là la responsabilité d'exalter des antagonismes. Car au fond, cette résolution tente d'assimiler deux concepts bien différents, l'antisémitisme, facette insupportable d'un racisme devenu banalement quotidien, et l'antisionisme, dont nous voyons bien que s'il peut lui arriver de servir des objectifs critiquables, ne peut être ainsi stigmatisé et considéré comme un délit. En assimilant ainsi des notions qui recouvrent des positions potentiellement bien différentes, c'est une attaque sourde qui est faite contre tous ceux qui tentent d'apporter leur soutien à tous les peuples dépossédés, déplacés et privés de leurs droits essentiels. Le droit d'expression, inscrit dans le droit français, qui permet à chacun d'exprimer des opinions dans le respect de l'intégrité des citoyens et des États, doit être protégé à chaque instant, quelles que soient les positions et les convictions qui animent chacun et chacune d'entre nous, comme doit l'être le combat contre toutes les formes de xénophobie, de racisme, qui gangrènent beaucoup trop d'esprits, beaucoup trop de notre espace républicain commun. Ce sont toutes les victimes de propos et d'actes haineux que nous devons protéger avec considération et fermeté. Il n'est nul besoin d'en distinguer certaines ou d'énoncer des définitions spécifiques valant pour telle communauté, pour telle religion.
Il y a à défendre avec conviction les lois républicaines qui ont forgé au cours des siècles la force de l'universalisme et de l'humanisme. Nos lois rejettent et punissent toute forme de discrimination, toute manifestation de haine avec le même objectif, celui de se donner les moyens de lutter contre les dérives, de sanctionner et d'apaiser les tensions. Nul besoin de compétition entre les formes de haine et de racisme pour rendre justice à ceux qui en sont les victimes et pour signifier à tous les bourreaux que nous ne fermons pas les yeux, que nous avons accepté, nous, élus de la République, comme tous citoyens du monde, la mission qui consiste à prêter notre voix aux colères oubliées, aux misérables de tous bords, et à ceux qui attaquent, et à ceux qui attendent que nous disions l'espoir d'un monde plus juste, que nous refusions une triste indifférence à l'égard de leur souffrance. Le Proche-Orient, comme d'autres parties du monde, est en proie à de fortes tensions et à des situations politiques et sociales qui nous divisent, mais que l'on doit pouvoir évoquer et discuter de manière respectueuse et sincère. De très nombreuses personnalités, 123 universitaires juifs, mais beaucoup d'autres, directement concernés par ces problématiques, se sont exprimés pour dire leurs craintes et le refus d'un texte qui ne peut qu'instrumentaliser les positions des uns et des autres et qui, en fin de compte, propose une interprétation outrancière de la notion d'antisionisme. Toutes témoignent du fait que le droit de critiquer la politique menée par un État, quel qu'il soit, est une liberté fondamentale de notre démocratie, inscrite dans notre Déclaration des droits de l'homme, et que tenter de criminaliser ces prises de position, sous prétexte qu'elles puissent porter en elles les germes de racisme ou d'un antisémitisme latent, n'est ni historiquement ni politiquement juste. La tentative d'assimiler la critique de la politique d'un État, d'Israël, et non pas de l'État lui-même, à une forme moderne et déguisée d'un antisémitisme, malheureusement toujours vivant, nous choque profondément, comme elle choque, je le crois, tous les humanistes, toutes les femmes et les hommes engagés sincèrement dans cette approche universaliste de la défense des droits de l'homme, en Palestine comme ailleurs. Cette proposition entend approuver la définition opérationnelle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, cette définition qui traîne avec elle en annexe des exemples d'interprétation à destination de celles et ceux qui auraient besoin d'une lecture expliquée pour comprendre et se forger un jugement est préoccupante. Certains pays, certes, l'ont adoptée, mais la France, en chérissant son modèle de laïcité, n'a pas besoin de matériel nouveau pour dire son rejet farouche de l'antisémitisme. Pourtant, cette définition n'est jugée acceptable ni par la Commission consultative des droits de l'homme, autorité indépendante qui n'a apparemment pas été auditionnée sur cette douloureuse question, ni par la grande majorité des associations engagées dans les luttes contre le racisme et la xénophobie. Vous ne les avez pas citées ici, chers collègues, mais elles sont nombreuses à y voir, comme nous, le risque flagrant de l'affaiblissement de cette approche à laquelle nous tenons tant, celle qui porte haut l'exigence de transparence et d'impartialité, de justice et de liberté. Et puisque nos divergences sur cette question ne cessent d'enflammer les débats, nous sommes satisfaits que la conférence des présidents ait acté ce matin la mise en place d'une commission parlementaire qui entendra toutes les parties prenantes et pourra élaborer peut-être alors un nouveau cadre de réflexion et de propositions sur lesquels nous pourrons travailler et nous rassembler. Alors oui, si nous voulons renforcer les outils de notre arsenal législatif dans la lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination, peut-être devrons-nous passer au crible une nouvelle fois toutes les dispositions qu'elles contiennent afin de veiller à ce que rien dans ce domaine ne puisse, par inattention ou par manque de courage, laisser des messages et des actes répréhensibles sombrer dans la banalité ou l'indifférence. Notre justice a toute capacité à apprécier les dérives qui peuvent se cacher derrière des mots, et c'est précisément ce qui s'est passé récemment lorsqu'un manifestant a pris à partie un philosophe juif en marge d'une manifestation. Nous ne pouvons et ne devons renoncer à relire les pages les plus sombres de notre histoire, à les scruter à l'aune de l'intelligence collective, de la connaissance et de la volonté partagée à vaincre le désespoir et l'injustice, à proposer des médiations, à tenter des chemins de paix, à imaginer de nouveaux outils pour retisser les fils cassés. Mais il n'est pas de notre rôle de rogner chaque jour un peu plus sur la liberté d'expression, sur notre capacité d'indignation, sur nos convictions et l'expression de celles-ci. Il n'est pas raisonnable de nous laisser enfermer dans des visions manichéennes du monde et d'accepter sans mot dire ces glissements politico-sémantiques qui ne peuvent qu'attiser les violences, exacerber les positions, les sentiments particulièrement forts d'injustice que ressentent ceux qui, privés de droits fondamentaux, vivent au quotidien ce qu'ici nous ne faisons qu'effleurer dans nos prises de parole, dans notre hémicycle douillet. Nous sommes tous ici parce que dépositeurs de la parole d'autrui, encore plus que de la nôtre, conscients de l'importance de la justesse des mots, de leur portée symbolique et de leur utilité dans notre désir de changer le monde, sans arrogance, sans certitude, mais avec toute la force de nos engagements. Alors non, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette tentative d'amalgame inutile et singulièrement malvenue. Nous préférons investir sur des moyens mis en faveur de la justice et de l'école, sur la diversité et la richesse de notre corps social, sur la lecture attentive de nos textes fondateurs,
pour parvenir à rendre illégitime toute forme de discrimination. Plus de justice afin de donner aux magistrats la possibilité de veiller à l'application de la loi partout. Il est aussi de leur responsabilité de discerner, derrière d'éventuels propos affichés comme antisionistes, des appels à la haine dont nous ne voulons pas. Plus d'éducation afin de mettre le respect, le libre arbitre au cœur des enseignements, des pratiques et du quotidien de notre jeunesse. Plus de solidarité fraternelle pour redonner courage aux exclus de notre société. C'est de tout cela dont nous devrions nous nourrir et nous enrichir, et c'est la raison pour laquelle notre groupe socialiste et apparenté a proposé une PPR dont l'unique article est de lutter contre toutes les formes de discrimination et de rappeler solennellement notre détermination commune ici, dans l'Assemblée du peuple, à lutter contre ce qui nous divise, nous blesse et nous éloigne de notre humanité. L'engagement de la France en faveur d'une définition universaliste de la citoyenneté ne peut se construire sur des origines, des critères d'appartenance à des ethnies, des religions, des orientations politiques ou à des particularismes qui ne cessent de se faire entendre. Il y a dans l'histoire tumultueuse de notre République la détermination forte de toujours préférer l'intérêt général et la générosité de l'universel aux revendications particulières, en construisant un chemin de liberté, en combattant l'oppression. Donner à la loi les moyens de notre belle ambition devrait nous réunir aujourd'hui et tout au long de cette mandature. Et c'est de notre détermination à sortir des textes incantatoires pour affronter avec réalisme les fractures de notre société dont il doit être question ce soir. Vous l'aurez compris, chers collègues, mon groupe unanimement votera contre cette proposition. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Meyer Habib pour le groupe UDI, Agir et Indépendants, et pour une durée de 10 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la politique française de lutte contre l'antisémitisme est un échec. Explosion des actes antisémites, 12 Français assassinés parce que juifs depuis 2003. Les Juifs consentent 50% des actes racistes alors qu'ils représentent qu'1% de la population. Face à l'urgence, beaucoup de discours, très peu d'actes. De la compassion, oui, mais un manque de courage politique. En témoignent le report, la gêne, le malaise autour d'une misérable résolution qui aurait dû tous nous rassembler, comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Contestée au sein de la majorité, malgré les engagements du président de la République. Le texte a été réécrit et nous revient aujourd'hui dans une version édulcorée. Pourquoi ? À cause de la définition du l'IHRA qui assimile la négation du droit d'existence de l'État d'Israël à de l'antisémitisme. Mes chers collègues, je vais tenter de le démontrer. La détestation d'Israël, c'est le nouvel antisémitisme. Elle n'est qu'une variante de la haine de la France, de la République et de ses valeurs. Permettez-moi un bref panorama historique. Le peuple juif plonge ses racines dans près de 4000 ans d'histoire. À chaque génération ou presque, il fut confronté à l'antisémitisme. Mais une chose est certaine, malgré les affres de l'exil, des massacres des croisés, au bûcher de l'Inquisition, des pogroms cosaques, au soulèvement du ghetto de Varsovie, jamais le nom de Jérusalem, également appelé Sion, n'a quitté les prières du peuple juif. Jour après jour, depuis 2000 ans, les Juifs répètent « l'an prochain à Jérusalem, Beshana Abba Birushalayim ». Tout est résumé dans cet extrait d'itinéraire de ce magnifique livre « Paris à Jérusalem » où Chateaubriand, ministre des Affaires étrangères en son temps, écrit en 1811. Le peuple juif a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem. Et rien ne peut le décourager, rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Mes chers collègues, le sionisme réside au cœur de l'identité juive. En 1791, la France est pionnière pourtant dans l'émancipation des Juifs, qui deviennent citoyens français. Ils épousent en masse les idéaux de la République et la contribution du franco-judaïsme, à la France est immense. Bien avant Léon Blum, Simone Veil, Robert Badinter, Romain Gary, Simone Signoret, Gainsbourg, il y eut Marcel Proust, André Citroën ou les frères Pereire et tant d'autres. Malgré cela, dès le XIXe siècle, nationalistes et réactionnaires accusent le juif d'être un ennemi de l'intérieur et un cosmopolite. Pour l'antisémitisme de gauche, le juif, c'est la finance internationale et le capitalisme à abattre. Toujours les mêmes fantasmes d'argent, de pouvoir, de perversion. Et puis l'affaire Dreyfus oppose deux France. Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race, s'écrit Maurice Barrès. Face à l'hystérie antisémite, c'est ici, à Paris,
qu'un jeune correspondant de presse juif autrichien, Theodor Herzl, arrive à la conclusion que la solution à l'antisémitisme, c'est la création d'un État juif. C'est la naissance du sionisme moderne, ce rêve 2 fois millénaire des Juifs de revenir sur la terre de leurs ancêtres. En 1933, Hitler accède au pouvoir. En France, c'est Vichy, ses lois anti-juives et la collaboration. 6 millions de Juifs sont exterminés par les nazis. Parmi eux, 76 000 Français. Qu'a fait le monde pour arrêter la Shoah? Rien. Alors que les Alliés déversaient nuit et jour des pluies de bombes sur l'Allemagne, rien n'a été fait pour arrêter Auschwitz, rien. En 1948, 3000 ans après le roi Salomon, naît l'État d'Israël. Le même peuple, la même langue, la même foi sur la même terre. C'est un cas unique dans l'histoire. Pour les antisionistes, l'État d'Israël serait comme une compensation de la Shoah. C'est obscène et c'est faux. En revanche, ma conviction absolue, c'est que si l'État d'Israël avait existé, il n'y aurait jamais eu la Shoah. Israël est le certificat, l'unique certificat d'assurance vie du peuple juif. Malgré la Shoah, l'antisémitisme persiste après-guerre, avec les nostalgiques de Pétain, l'extrême droite du point de détail, du dur à four crématoire et du négationnisme de Faurisson. En 1967, éclate la guerre des 6 jours. Israël écrase ses voisins qui promettent de jeter les Juifs à la mer. À partir de là, les perceptions évoluent. Comme hélas, souffrez d'en m'entendre quelques minutes. Souffrez d'en m'entendre quelques minutes. À partir de là, les perceptions évoluent. Comme hélas, notre politique étrangère. Les mêmes qui exprimaient compassion et pitié pour les Juifs en pyjama rayé se mettent à les haïr quand ils se défendent libres, les armes à la main en uniforme de tzal. C'est le début du nouvel antisémitisme, l'antisionisme. L'antisionisme n'a jamais été la simple critique de la politique de l'État d'Israël qui peut être légitime. C'est sa diabolisation obsessionnelle, le détournement des rhétoriques antiracistes et anticolonialistes pour refuser aux Juifs une identité nationale. On drape l'antisémitisme par du politiquement correct. Rappelez-vous, dès les années 70, déjà les Juifs français sont assassinés au nom de la haine d'Israël. Juin 1976, mes chers collègues, un vol Air France Paris-Tel Aviv est détourné sur Entebbe par les terroristes palestiniens et les activistes allemands d'extrême gauche. Ils séparent les passagers. Les Juifs sont gardés en otage, les non-Juifs sont libérés. Le commandant de bord, Michel Bacos, décédé cette année, sauve l'honneur de la France et d'Air France en refusant d'abandonner les passagers juifs. Ce sera un commando israélien qui va parcourir 3000 km, mené par le lieutenant-colonel Yoni Netanyahou, frère de Benjamin, qui mourra à 27 ans pour libérer nos otages. Le 3 octobre 80, attentat contre la synagogue de la rue Copernic, 4 morts et 46 blessés. Je vous laisse méditer de ce commentaire du Premier ministre Raymond Barre qui parle, je cite, d'un attentat odieux qui voulait frapper des Israélites et qui a frappé des Français innocents. Août 82, attentat de la rue des Rosiers en plein quartier juif par des Palestiniens au nom de la haine d'Israël, 6 morts. Pour l'antisioniste, l'équation est simple. Israël égale colonisation, égale sioniste, égale juif. Mes chers collègues, le nouvel antisémitisme prospère sur fond de détestation d'Israël, d'islamisme, de théorie du complot. Dans ces fameux territoires perdus de la République, l'antisémitisme fait partie intégrante d'une contre-culture communautariste qui rejette la France, la République, la laïcité. On siffle la Marseillaise et les minutes de silence. On se dit « Pourquoi chic, Charlie ?» On refuse d'étudier la Shoah. Juif d'abord, français ensuite, devient une insulte. Je ne me tairai pas au nom du pas d'amalgame. On a d'abord tué des Juifs, puis des policiers et des journalistes, avant de tuer les Français sans distinction. Je suis inquiet pour les Juifs. Mais je suis surtout inquiet pour la France. Un signe qui ne trompe pas, cette diabolisation du Juif et d'Israël est devenu le signe de ralliement de tous ceux qui vomissent le système. Dois-je vous rappeler les slogans de certains gilets jaunes? Macron égale Rothschild égale Sion. Macron putain juif. Finkielkraut sale sioniste retourne à Tel Aviv. Sale race. J'accuse une partie de la gauche d'attiser la haine d'Israël pour séduire le lectorat des quartiers. J'accuse les mêmes islamo-gauchistes de double standard. Quand on tue des civils à Tel Aviv ou à Jérusalem, c'est de la résistance. À Paris ou à Nice, c'est du terrorisme. J'accuse une certaine gauche d'indignation sélective, de brandir le droit international dès qu'Israël construit un logement en Judée, mais de rester silencieux quand on massacre en Syrie, au Venezuela, en Iran ou en Turquie. J'accuse cette même gauche de marcher dans des manifestations, mes chers collègues, où l'on crie mort aux Juifs, on compare Gaza à Auschwitz, on accroche des étoiles jaunes à des enfants musulmans. En 2019, en France, j'accuse aussi une certaine presse de désinformation systématique en état d'Israël. J'accuse votre majorité de double langage, vous la majorité, monsieur le ministre Castaner, en mettant
un champion du BDS sur la liste des européennes. Le BDS, pourtant illégal, parlons-en. Vous voulez boycotter? Alors allez jusqu'au bout. Boycottez la clé USB, le navigateur Waze, la caméra endoscopique, les tomates cerises, les médicaments génériques, les exosquelettes, les panneaux solaires. Boycottez Israël. On stigmatise, plus loin on diabolise avant de frapper, avant de tuer. 200 litiges territoriaux à travers le monde, une seule obsession, Israël, ce minuscule État, unique démocratie dans une région livrée à la barbarie et au fanatisme. Israël, ultime rempart de nos valeurs par l'islam politique qui a tué 263 Français et qui nous a évité, grâce au renseignement, des méga attentats en France. Stop à l'hypocrisie et au déni. Pour citer Roger Paul Droit, on n'est pas antisémite, mais à force d'être antisioniste, on le devient. Les nouveaux antisémites ne lisent pas Céline ou Maurras. Ils préfèrent la quenelle au salut écrérien, le kéfier à la croix gammée. Ils disent ça sioniste pour dire sale juif. Et par ce tour de passe-passe sémantique, ils échappent à la loi. L'antisionisme, c'est la nouvelle bannière de la gauche. Il est aussi la bannière de l'Iran qui déclare ouvertement vouloir rayer Israël de la carte dans l'indifférence totale de la France. Mes chers collègues, pour conclure, un moment les plus douloureux de ma vie fut sans doute ce vol de nuit, transportant de Jérusalem à Jérusalem des petits cercueils, des victimes de l'école Otsara Torah de Toulouse. J'étais assis en silence aux côtés d'Eva Sandler qui venait de perdre son mari Jonathan et ses deux petits garçons Harry et Gabriel, tués à bout portant au nom de l'antisionisme, ainsi que la petite Myriam Monsonego. Eva Sandler sanglotait pudiquement. En serrant Liora, âgée de 10 mois, seul petit bout de bonheur d'une vie défacée, elle n'avait pas de haine, que de la dignité. Alain Juppé était les larmes aux yeux, assis à côté de moi, très ému. Jamais je n'oublierai non plus ces appels à l'aide de William Attal, le frère de Sarah Halimi, perdu, ni celui de Alain et Daniel Knoll, lorsque leur mère, qu'on appelait à l'époque Mireika, sont venus me voir. Elle a survécu à la rafle du Veldiz, mais non, elle est tombée au nom du nouvel antisémitisme des quartiers. Permettez-moi de citer aussi le nom de Sébastien Solam, le disjockey qu'on oublie, Ilan Halimi, ainsi que Michel Saada, Philippe Bram, Yoav Attab, Johan Cohen, ainsi cité au nom de l'hypercachère. Tous sont victimes du nouvel antisémitisme qui gangrène notre République. Réveillez-vous. Depuis Dreyfus, le combat contre l'antisémitisme coïncide en France avec le combat républicain. Je vous demande une minute, Monsieur le Président, et j'aurai terminé. C'est pourquoi la bataille contre l'antisionisme n'est pas une question qui intéresse seulement les Juifs. Elle touche aux valeurs de notre République. Le geste fort contre l'antisémitisme eût été d'inscrire l'antisionisme dans le code pénal. Il manque aujourd'hui le courage politique et, disons-le, une certaine idée de la France. Cette résolution est, je l'espère, un petit pas dirigé vers l'avenir, un espoir, peut-être un espoir de réconciliation. Quel que soit votre vote, ce sera en tout cas un signal. Notre groupe y sera évidemment favorable. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur François Pupponi pour le groupe Liberté et Territoires et pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mon cher Sylvain, mes chers collègues. Ilan Halimi, 23 ans. Myriam Monsonego, 8 ans. Gabriel Sandler, 3 ans. Harry Sandler, 6 ans. Jonathan Sandler, 30 ans. Philippe Braham, 45 ans. Johan Cohen, 20 ans. Yoav Attab, 21 ans. François-Michel Saada, 64 ans. Sarah Halimi, 65 ans. Mireille Knoll, 80 ans. 11 juifs. 11 Français de confession juive tués en France parce que juifs entre 2006 et 2018. Tués par d'autres Français, pour la plupart soumis à l'idéologie islamiste. Notre pays est malheureusement de loin celui qui déplore le plus grand nombre de victimes de la nouvelle vague d'antisémitisme qui touche l'Europe. La France n'est pas un pays antisémite, mais il y a en France des antisémites. Et surtout, la France a un problème avec son antisémitisme. Elle ne veut en fait ni le voir vraiment, ni l'admettre, ni le traiter, ni l'affronter réellement. Des choses sont faites, mais c'est visiblement loin d'être suffisant, car le cancer de l'antisémitisme est toujours là. Après chaque acte antisémite, ce sont les mêmes discours répétés et ressassés. Tuer un juif, c'est tuer la République. La France sans les juifs, ce n'est plus la France. J'ai de plus en plus de mal à entendre ces discours lénifiants, certes nécessaires, mais tellement insuffisants. Ce n'est plus le temps des paroles, c'est le temps des actes. Et parmi ceux-ci, il y a cette émotion. Non, je le répète, la France n'est pas un pays antisémite, mais elle l'a été à certains moments de son histoire, des moments sombres, pas si lointains, dont la déportation du capitaine Dreyfus, les lois anti-juives du régime de Vichy et l'organisation des convois de la mort au départ de Drancy sont les plus sinistres exemples. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, la France et la République ont rendez-vous avec leur histoire, avec cette histoire. Soit elles savent être à la hauteur, capables de dire et de trouver les mots,
capable de voter cette motion qui, je le rappelle, n'a pas de valeur contraignante et dont le seul but est de mieux définir ce qu'est l'antisémitisme, pour ne rien laisser passer en termes de discrimination de nos concitoyens de confession juive. Accordons-nous bien, cette définition est destinée d'une part à faire connaître et comprendre ce qu'est l'antisémitisme, d'autre part à éclairer la caractérisation des faits et d'incidents antisémites. Elle vise notamment les milieux scolaires et universitaires. Elle pourra sans exclusive être utilisée dans des contextes de formation, dans des lexiques, dans des manuels ou des guides pour l'enseignant. Elle sera également utile pour la formation et les formulaires destinés aux forces de l'ordre et aux magistrats. Cette définition pourra donc aider à mieux prouver les circonstances aggravantes des crimes et des délits antisémites. Soit notre pays n'en est pas capable, et alors nous retournerons à nos faiblesses, à nos manques de courage, à nos complaisances complices. Je rappelle que ce texte a été voulu par le président de la République lui-même, et je salue son initiative. Je veux aussi remercier Sylvain Maillard de l'avoir repris à son compte et rédigé. Certes, il n'est pas parfait, certes, il est perfectible, mais il a le mérite d'exister, d'aller dans le bon sens et de dire l'essentiel. La haine et l'appel à la destruction d'Israël sont un des visages de l'antisémitisme. Nous devons voter cette motion. Nous le devons pour tous nos concitoyens. Nous le devons pour nos concitoyens de confession juive et pour la mémoire des victimes dont j'ai rappelé le nom. Nous le devons pour affronter les antisémites et leur dire que nous ne sommes pas dupes et que nous les combattrons. Nous le devons pour la France et la République qui, sur ce sujet, doivent relever la tête. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il n'est pas question dans cette motion de prendre position au sujet du conflit israélo-palestinien, ni de soutenir la politique du gouvernement israélien comme certains veulent nous le faire croire. Sur ces sujets, chacun est et restera libre d'avoir un avis et de l'exprimer. Les Israéliens eux-mêmes ne s'en privent pas d'ailleurs et la vitesse de leur vie démocratique et électorale en témoigne. Mais il y a une différence, une grande différence, entre critiquer le gouvernement d'Israël, ce qui est naturellement permis, et appeler à la destruction de l'État d'Israël parce qu'il est composé en majorité de Juifs. La haine d'Israël, c'est la haine des Juifs. En réalité, dans cette motion, il est question de la France, de la République et de l'idée que l'on s'en fait. C'est pour ces raisons politiques que je voterai avec une majorité de mon groupe en faveur de cette motion. Mais j'aimerais ajouter une raison plus personnelle qui m'anime intimement. Mon vote, je le dédie à Eva Sandler et à Yael Cohen. Eva Sandler est une femme remarquable et admirable qui a perdu 2 enfants, sa nièce et son mari, dans l'attentat islamiste de l'école Ozara Torah à Toulouse. Yael Cohen est une femme tout aussi remarquable et admirable qui habitait Sarcelles et dont le fils a été la première victime de l'attentat islamiste de l'hypercachère de la porte de Vincennes. C'est moi, en tant que maire, qui ai eu la charge de lui confirmer cette terrible nouvelle. Ces 2 femmes, qui sont devenues des amies, ont quitté la France parce qu'elles considéraient que leur pays, notre pays, n'avait pas été capable de protéger leurs maris et leurs enfants qui voulaient tout simplement vivre leur judaïsme. Leur départ, pour ces motifs, doit être pour nous un électrochoc. Oui, des Français de confession juive quittent la France, leur pays qu'ils aiment, parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité en tant que juifs. Quelques jours après l'effroyable tuerie de Toulouse, Eva Sandler était venue s'installer à Sarcelles, dans la ville dont j'ai été le maire pendant 20 ans. Elle était venue s'y installer avec sa fille, la petite dernière, seule survivante parmi ses enfants. Pendant ces années sarcelloises, j'ai noué avec elle une amitié forte et sincère. Et puis, le 20 juillet 2014, sous les fenêtres de l'appartement où elle vivait, une manifestation pro-palestinienne a dégénéré en une horde antisémite d'où se mêlaient alors les cris de mort aux Juifs et mort à Israël, qui n'étaient pour les manifestants qu'un seul et même mot d'ordre. C'est suite à ces émeutes qu'elle m'a annoncé sa décision de partir pour Israël, car elle ne pouvait plus rester dans un pays où elle ne se sentait pas en sécurité compte tenu de sa religion. Je voterai cette motion car lors de notre prochaine rencontre, je veux pouvoir regarder Eva Sandler droit dans les yeux. Je veux pouvoir lui dire que la France ne se résigne pas, que la France se bat, que la France lutte pour qu'il n'y ait plus jamais de drame comme celui qu'elle a vécu. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Sabine Rubin pour le groupe La France Insoumise et pour une durée de 10 minutes.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, en préambule, je voudrais réaffirmer que la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme a toujours été au cœur de mon engagement, tant politique que personnel. Je ne peux donc que partager la légitime inquiétude de celles et de ceux qui s'alarment devant la montée insupportable des actes antisémites. Dans son rapport d'avril dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme enregistre en effet une hausse des discriminations et actes racistes, avec notamment une explosion des actes antisémites de plus de 74%. Face à cette explosion, nous devons être fermes et ne laisser aucun répit aux racistes, aux antisémites et aux xénophobes. Nous devons combattre chaque jour ces idées nauséabondes qui veulent envahir nos esprits. Et pour cela, nous avons d'ores et déjà entre nos mains des outils juridiques et tout un arsenal de lois qui répriment tous ces délits. Nous les possédons depuis un certain temps déjà. La loi du 13 juillet 90, dite loi Guessot, en est un exemple. Nous devons en faire usage. Car je doute, chers collègues, je doute fortement que la présente résolution soit de nature à mieux armer le législateur face à cette montée de la xénophobie. Je doute qu'elle permette de raffermir l'esprit de concorde et de tolérance, pourtant si nécessaire en ce moment au sein de la communauté nationale, voire internationale. Bien au contraire. À mon sens, cette résolution apporte plus de confusion qu'autre chose. Elle en dit trop ou trop peu et ne constitue pas un moyen efficace de lutter contre l'antisémitisme, même sous les formes les plus contemporaines. Vivement controversé, ce texte ne l'est d'ailleurs pas qu'aux yeux de mon groupe parlementaire. Nombreux sont les universitaires, les associations et les institutions qui protestent contre l'adoption de la définition de l'IHRA. J'en veux pour preuve cette tribune relayée par le journal Le Monde, signée par près de 127 intellectuels juifs du monde entier et qui interpelle la représentation nationale sur la nature contre-productive de cette résolution. Car tout d'abord, celle-ci fait un amalgame persistant entre antisionisme et antisémitisme, et ce, malgré les remaniements de l'exposé des motifs par M. Maillard. Un amalgame qui se situe d'ailleurs dans la droite ligne des propos du président Macron, faisant de l'antisionisme une forme moderne de l'antisémitisme. Pour illustrer mon propos, permettez-moi de citer exactement l'exposé des motifs de cette résolution. Critiquer l'existence même d'Israël en tant qu'elle constitue une collectivité composée de citoyens juifs revient à exprimer une haine à l'égard de la communauté juive dans son ensemble. Notons déjà qu'il s'agit là d'un postulat plus que discutable. Israël n'est pas une collectivité exclusivement composée de juifs, puisque selon le Bureau central des statisticiens israéliens, je cite leurs termes, le pourcentage d'Arabes et de chrétiens devrait se maintenir autour de 20% jusqu'en 2065. Notons également qu'adhérer à ce postulat, c'est prendre pour argent comptant la loi dite Israël État-nation du peuple juif de 2018. Or, cette loi organique, qui a suscité des controverses passionnées au sein même de la société israélienne, a une approche qui peut être qualifiée d'ethniciste et donc contraire tant aux valeurs de notre République qu'à l'esprit fondateur de l'État d'Israël. Mais au-delà de ce postulat litigieux, cet amalgame entre antisémitisme et antisionisme est injurieux à l'égard de nombreux juifs et même de certains Israéliens qui, pour diverses raisons, ne sont pas sionistes. Ce sont des raisons religieuses pour certaines franges orthodoxes, des raisons politiques pour ceux qui récusent la notion même d'État-nation ou au nom de la lutte anticolonialiste, des raisons culturelles pour celles et ceux qui souhaitent tout bonnement vivre tranquillement parmi leurs concitoyens sans songer une seule seconde à une improbable alia. Alors bien sûr, il existe des individus qui, sous couvert d'antisionisme, encouragent et profèrent un antisémitisme virulent. Le travestissement du crime par une quelconque idée a toujours existé. Ainsi, les croisades au nom des valeurs chrétiennes, la colonisation au nom du progrès de la civilisation, la stigmatisation des musulmans au nom de la laïcité. Doit-on pour autant frapper la laïcité ou le progrès d'opprobre en les excluant du champ de la liberté d'expression comme des opinions politiques légitimes et discutables? Notre arsenal juridique permet d'ailleurs d'ores et déjà de faire ce distinguo. Par exemple, le 2 octobre dernier, M. Alain Soral a été condamné par 1 an de prison ferme pour son antisémitisme légendaire et à peine déguisé. Outre cet exposé des motifs, suffisamment problématique dans sa première mouture pour être remanié d'urgence, c'est la définition même de l'IHRA
que l'on demande d'approuver donc, qui souffre d'ambiguïté. Définition de travail depuis 2016, sa caractérisation de l'antisémitisme est floue et n'enrichit nullement l'arsenal répressif déjà existant. En revanche, elle introduit cette même confusion entre antisémitisme et antisionisme, le tout appuyé sur des exemples qui prêtent eux-mêmes à polémique. Ainsi, elle reconnaît comme légitime la critique de la politique israélienne, tout en qualifiant d'antisémites des réflexions en rapport avec l'État d'Israël, telles que prétendre que l'existence d'Israël est une entreprise raciste, ou faire preuve d'une double morale en exigeant d'Israël un comportement qui est attendu ni requis d'aucun pays démocratique. Que signifie tout ce galimatias? La critique de la politique d'un État peut être juste ou fausse, exagérée partielle ou partiale. C'est au libre débat, à l'argumentation des points de vue contraires, de nourrir la réflexion commune. Car la situation d'Israël est en effet particulière, à mon sens en tout cas, et du point de vue du droit international. Malgré de multiples résolutions, condamnations de la part de l'ONU, cet État continue de bafouer sans vergogne les droits humains les plus élémentaires avec l'approbation d'une poignée d'États, de pays comme les États-Unis. De plus, cette définition qui vise à saisir les formes plus contemporaines de l'antisémitisme réduit l'antisionisme à la réfutation pure et simple de l'État d'Israël. Mais c'est avoir 40 ans de retard que de parler de sionisme en prenant comme exemple l'autodétermination du peuple juif. 40 ans de retard, car aujourd'hui, c'est le projet d'extension territoriale d'Israël, au-delà des frontières de 67, qui est qualifié par certains de sioniste. Et c'est ce projet sioniste, au sens moderne du terme, qui fait l'objet de critiques acerbes et de mouvements de solidarité à l'échelle internationale. Et c'est tout à fait légitime. C'est la reconnaissance d'une Jérusalem réunifiée et indivisible, comme capitale qui est également source de controverses. C'est enfin la colonisation en Cisjordanie qui pousse majoritairement des femmes et des hommes à protester dans le monde entier. Au regard de ce contexte, je n'ose espérer que cette résolution ne soit prétexte à instrumentaliser le débat pour faire taire toute critique de l'actuelle politique du gouvernement israélien. Et il s'agit d'une inquiétude fondée. Il s'agit d'une inquiétude fondée sur mes rencontres avec des ONG israéliennes qui, dès à présent, sont entravées et menacées dans leur action humanitaire sur les territoires palestiniens occupés. Alors certes, cette résolution ne présente pas de caractère contraignant. Néanmoins, elle entend servir de document pour la justice, la police ou l'éducation nationale. Confuse, ambiguë, portant en son sein des rapprochements tendancieux et objets à controverse. Cette résolution obscurcit, oui je dis bien obscurcit, par des passions et des partialités aveugles, le chemin d'une lutte contre l'antisémitisme qu'elle prétend éclairer. Je partage d'ailleurs les appréhensions de la CNDCH, qui n'a même pas été consultée, au passage, sur la portée de cette définition nouvelle. Chers collègues, à l'heure des concurrences victimaires, dont M. Habib, d'ailleurs, nous a donné une très belle version, à l'heure de la montée de la xénophobie et des communautarismes, distingués et hiérarchisés par des arguties, les racismes, c'est étouffer l'unanimité nationale qui devrait nous unir dans ce combat. Chers collègues, je le dis très solennellement, rien ne servira davantage la juste cause que mon collègue Maillard entend porter au sein de cet hémicycle que de voter contre cette résolution. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe Gauche démocrate et républicaine et pour une durée de 10 minutes. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Cette résolution contre l'antisémitisme serait-elle l'émanation d'un mouvement de radicalisation de la politique israélienne? L'impunité internationale dont jouit Benjamin Netanyahou depuis quelques années pourrait être un indice. Silence international face au vote d'une loi établissant 2 niveaux de citoyenneté dans l'État d'Israël entre les juifs et les non-juifs, qui composent tout de même 25% de la population israélienne. Reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan par les États-Unis. Annonce américaine indiquant que les colonies de Cisjordanie ne sont pas illégales. Amalgame, déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Amalgame entre l'appel au boycott et le rappel du droit international justifiant l'expulsion d'un responsable d'une ONG. Face à cette impunité, Benjamin Netanyahou pousse toujours plus loin et cette résolution semble être l'étape suivante.
Car avec cette résolution, notre Assemblée risque de mettre 2 coups de hache dans nos principes républicains les plus fondamentaux. Premièrement, vous proposez de voter la définition d'une catégorie du racisme, l'antisémitisme. Aussi abject soit-il, l'antisémitisme ne peut relever d'un point de vue judiciaire et juridique que du racisme. Les lois françaises criminalisent toutes les formes de racisme et organisent la liberté d'expression en France. Depuis la loi sur la liberté de la presse en 1881 jusqu'à la loi de 1990, dite Guesso, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, en passant par la loi de 1972 relative à la lutte contre le racisme. Ces lois créent les outils judiciaires contre le racisme et permettent aujourd'hui d'organiser la liberté d'expression en France. Bien évidemment, les députés communistes, avec leurs collègues du groupe GDR, ne peuvent que s'associer à l'indignation sur les profanations de sépultures, sur les inscriptions antisémites ou sur les agressions, voire les meurtres de cette nature. Cela n'est pas acceptable et ne le sera jamais. D'ailleurs, dans l'histoire de France, les juifs et les communistes, c'est le sang mêlé et les souffrances partagées. Mais tous ces crimes, toutes ces discriminations ou ces agressions ont fait l'objet de procès justes et les victimes ont pu obtenir réparation si tant est. Et lorsque l'antisémitisme se cache derrière l'antisionisme, notre justice le démasque. Cette résolution ne sera par conséquent d'aucune utilité pour les magistrats. Pire, cette définition fragilise ce que la Commission nationale consultative des droits de l'homme a appelé l'approche universaliste et indivisible du combat antiraciste. Car si l'on rajoute aujourd'hui une définition de l'antisémitisme, que diront demain les victimes des autres types de racisme? Allons-nous devoir catégoriser toutes les sortes de racisme? Allez-vous créer une concurrence entre les victimes de racisme? Allez-vous vous lancer dans une communautarisation du racisme? Voulez-vous hiérarchiser les actes racistes, les crimes racistes? Engagés pour l'amitié entre les peuples et la paix, les députés communistes rejettent fermement cette brèche dans le traitement universel du racisme. Ce premier point semble à lui seul justifier un vote contre cette résolution. Le deuxième coup de hache dans le pacte républicain, c'est que la définition confond volontairement un délit, l'antisémitisme, et une opinion politique, l'antisionisme. Qu'est-ce que le sionisme? C'est une théorie politique proposant aux Juifs de partir de leur lieu de vie pour rejoindre la Palestine et vivre ensemble sans souffrir des discriminations et des violences antisémites de l'époque. La création d'un État d'Israël à l'issue de la Seconde Guerre mondiale a bouleversé la théorie sioniste puisque l'objectif ultime de création d'un État était atteint. Le sionisme du XXIe siècle porte sur la colonisation et le blocus par l'État d'Israël de l'État palestinien, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Qu'est-ce que l'antisionisme? Avant la création de l'État d'Israël, l'antisionisme, principalement porté par des juifs, luttait contre l'idée de créer un État juif. Maintenant qu'il existe, la critique antisioniste a changé de but. L'antisionisme est un mouvement anticolonial qui, s'appuyant sur le droit international et en solidarité avec le peuple palestinien, critique sans concession la politique des gouvernements successifs d'Israël et appelle au boycott des produits israéliens provenant des colonies illégales. Et que dit la résolution face à cela? Eh bien rien. La résolution qui indique que l'antisionisme est une forme contemporaine de l'antisémitisme ne définit jamais ce qu'est l'antisionisme. Et la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste non plus, sauf si l'on prend en considération les exemples qui y sont attachés et qui lui servent de guide. Ces exemples sont extrêmement dangereux, car ils expliquent, par exemple, que certaines critiques de l'État israélien est assimilable à de l'antisémitisme. Cette résolution qui crée du flou sur l'objet qu'elle est censée clarifier n'est pas bonne. Voilà une autre raison de ne pas voter ce texte. Ce brouillage, qui n'est fait qu'à des fins politiciennes, dévie la vraie lutte contre l'antisémitisme. Comment ne pas voir qu'une telle confusion ouvrirait la porte à des détournements, comme celui qui a conduit en novembre 2015 le Premier ministre israélien à qualifier d'antisémite la note interprétative de la Commission européenne qui proposait la mise en place d'un étiquetage spécifique pour les produits issus des colonies israéliennes en Palestine. Cette limitation de la liberté d'opinion à travers l'assimilation de la critique d'Israël à de l'antisémitisme n'est pas acceptable. Et c'est la seconde raison pour laquelle les députés communistes ne voteront pas cette résolution. Si la majorité vote cette résolution, il pourrait advenir ce qui s'est passé plusieurs dizaines de fois au Royaume-Uni ou en Allemagne, à savoir des universités ou des associations qui ont renoncé à des débats sur le thème de la colonisation
afin de ne pas être jugés comme antisémites. Des municipalités qui ont adopté cette définition s'en servent maintenant pour accuser les groupes de défense des Palestiniens d'antisémites. Nous l'avions déjà vécu en France, quand l'École normale supérieure avait interdit en janvier 2011, je répète, quand l'École normale supérieure à Paris avait interdit en janvier 2011 à Stéphane Hessel d'intervenir à l'occasion d'une conférence portant sur la criminalisation du mouvement militant en faveur du boycott d'Israël. Le flou de la définition de l'IRA, qu'elle créera la peur d'être suspecté d'antisémisme. Et cette peur créera inévitablement l'autocensure, voire la censure active. Bravo, les meilleures dictatures vous applaudiraient. Grâce à cette définition, les adversaires acharnés de l'appel au boycott, au désinvestissement dans les colonies et au respect du droit et des sanctions internationales trouveront toujours une astuce pour attaquer les militants sur leur supposé antisémitisme. Pourtant, j'ai appelé à boycotter les produits sud-africains lorsque ce régime d'apartheid emprisonnait Nelson Mandela. Suis-je anti-sud-africain? Non. J'ai appelé à boycotter les produits marocains, issus des colonies illégales au Sahara occidental. Suis-je anti-marocain? Non. J'ai appelé à boycotter les produits israéliens issus des colonies illégales implantées en Palestine. Suis-je antisémite? Bien sûr que non. Je suis pour que le droit international soit appliqué partout et tout le temps. Et je suis systématiquement contre les gouvernements d'extrême droite, les gouvernements racistes et colonisateurs. Fidèles à l'amitié entre les peuples, les députés communistes, le groupe de la gauche démocrate et républicaine ne confondent jamais les peuples avec les agissements de leur gouvernement. C'est cela, être antiraciste. C'est d'ailleurs cela qui nous distingue de votre définition. Le racisme consiste à appliquer des idées reçues hostiles sur toutes les personnes d'un groupe, ôtant à un membre de ce groupe la possibilité d'être différent. Ainsi, votre définition de l'antisémitisme est raciste, puisqu'elle confond les Juifs pris dans leur ensemble avec les agissements du gouvernement israélien qui est sioniste. Et cette définition obligera d'ailleurs les Juifs à devoir choisir entre être un sioniste et donc un Juif en quelque sorte légitime, ou être un traître à son identité s'il choisit de s'opposer à la colonisation menée par le gouvernement israélien. Peut-être que les co-signataires de cette proposition de résolution n'ont pas tous été invités par l'entreprise Elnet, qui a par exemple emmené 35 parlementaires français en juillet dernier accomplir un voyage luxueux en Israël à la rencontre de Benjamin Netanyahou, comme d'ailleurs ça s'est passé l'année dernière. Et donc heureusement que certains d'entre vous restent libres de voter en leur âme et conscience. Certains d'entre vous restent libres de voter en leur âme et conscience. S'il vous plaît, chers collègues, laissez parler l'orateur. Les députés communistes voteront contre cette résolution et vous invitent à ce que la loi française soit totalement appliquée pour lutter contre toutes les formes de racisme. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Éric Ciotti pour le groupe Les Républicains et pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous examinons est pertinente et malheureusement, plus que jamais, elle est opportune. Plus que jamais, en effet, parce qu'elle est à la hauteur de la gravité du moment que traverse notre pays. Depuis plusieurs années, la France est confrontée à une résurgence insupportable de l'antisémitisme, résurgence sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Mireille Knoll, Sarah Halimi, Ilan Halimi, la liste des victimes ne cesse de s'allonger. Ils sont morts parce qu'ils étaient juifs 2 générations après la Shoah. Alors que les personnes de confession juive représentent moins de 1% de la population française, les juifs sont victimes chaque année d'environ 50% de tous les actes racistes. Aujourd'hui, en France, des juifs sont contraints de quitter des quartiers, des villes, des départements, de quitter notre pays parce que la haine, à nouveau, les poursuit. Cette barbarie, mes chers collègues, nous avons le devoir
tous, de la combattre, chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Il faut éradiquer cette haine, il faut protéger nos concitoyens qui en sont les victimes. Ils devraient trouver la République à leur côté. Notre pays doit être lucide sur les raisons, sur les causes de la montée de cet antisémitisme. Il doit être surtout armé pour le combattre, car ce fléau ne concerne pas qu'une communauté, mais il concerne la République tout entière. Une nouvelle forme d'antisémitisme, portée par les islamistes, soutenue par leurs complices, les islamo-gauchistes, masque aujourd'hui son vrai visage derrière une pseudo-revendication antisioniste. Or, il n'y a pas un visage de la haine qui serait insupportable et un autre qui serait excusable. Rien ne peut justifier l'horreur. C'est la haine des Juifs, c'est la haine d'Israël qui doit être combattue. Vouloir détruire l'État d'Israël, c'est à nouveau vouloir supprimer le peuple juif. Face à l'inacceptable, la proposition de résolution dont nous débattons aujourd'hui va dans le bon sens. Il est indispensable d'approuver la définition de l'antisémitisme telle qu'elle a été conçue par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, comme l'ont d'ailleurs fait 15 autres membres de l'Union européenne. L'antisionisme, autre visage de l'antisémitisme, doit être combattu avec une force inépuisable. Il ne peut servir de masque à la haine des Juifs. Je veux saluer ce soir l'initiative du président de la République, relayée par le groupe d'études antisémitisme de l'Assemblée nationale et par son président Sylvain Maillard. Je regrette néanmoins que cette initiative n'ait qu'une valeur déclarative. Cette démarche, bien que pertinente, ne modifiera pas le droit et les comportements, mais elle a une portée symbolique que nous devons tous ensemble soutenir avec force. Je pense, à l'inverse, qu'une politique plus efficace, plus ciblée, qui s'attaque à toutes les formes d'antisémitisme est aujourd'hui plus que jamais indispensable. La guerre contre l'antisémitisme exige de dépasser les clivages politiques et appelle à l'unité nationale. C'est la raison pour laquelle cette proposition de résolution est un devoir et que le vote de cette résolution est un devoir pour tous les républicains. Elle exige aussi de rompre avec une forme de naïveté et de démasquer partout, en tout lieu, les ennemis de la République et de la civilisation dont nous sommes les héritiers. Oui, nous devons combattre ceux qui avancent en termes camouflés et ceux qui masquent leurs réelles intentions. Mes chers collègues, oui, voter cette résolution est un devoir pour tous les républicains. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jean Lassalle pour une durée de 5 minutes. C'est gentil ça. C'est bon. Monsieur le Président, mes chers collègues, pardon, Monsieur le Ministre intérieur, c'est toujours un peu pareil dans la longue histoire des hommes, et plus particulièrement parce que nous y sommes certainement très sensibles, nous, Français, lorsque l'homme cesse d'aimer l'homme, lorsque l'homme se perd de vue, lorsqu'il n'arrive plus à faire humanité, lorsqu'il sort de la civilisation sans s'en rendre compte, lorsque soudain, surpris par un paradigme nouveau et un changement de monde, il perd tout repère, il commence à ressortir les appellations, les
les noms que l'on a déjà entendu prononcer chaque fois à la veille des catastrophes qui allaient ensanglanter l'humanité. Je suis de ceux qui pensent que depuis trop longtemps déjà, peut-être à cause de ce nouvel effet de mondialisation dû à la concentration de toutes les richesses, une fois de plus, entre quelques mains, du fait que les réseaux sociaux, en jour démon, ont paru libérer l'homme de toutes ces contraintes de parler librement et de donner, sans avoir de compte à rendre à personne, la possibilité de s'exprimer, on pense dans ces cas-là pouvoir s'en prendre à nouveau à ceux qui ont été, dans la longue et tragique histoire des hommes, les plus brimés, poursuivis, détruits. Je pense que s'il est un peuple qui a connu cela, c'est le peuple hébreu, et avec lui, beaucoup d'autres. Je pense que dans la France qui se cherche aujourd'hui, Monsieur le ministre, il faut porter tous nos efforts pour enlever le caractère hystérique qu'a pris notre débat public, qu'a pris notre manière de nous exprimer, de nous adresser les uns aux autres. Il faut reprendre certainement, mais c'est un travail de très longue haleine, notre école. Il faut reprendre notre transmission du savoir, de l'histoire, de la culture, des arts. Il faut reprendre l'initiative de Monsieur le Président de la République est bonne, un service civil, civique et militaire qui aille beaucoup plus loin pour refaire corps. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Et il n'y a rien qui aime autant se fréquenter qu'un autre homme lorsque sortent soudain de son esprit les mauvais génies. Moi, je veux dire que je suis satisfait de voir que des débats de ce type, ce n'est pas le premier en l'occurrence, aient lieu dans notre Assemblée, parce que c'est précisément le lieu où l'on doit en parler au nom de tous les Français et quelque part de l'universalité que constitue encore notre pays, aux yeux de beaucoup plus que l'on ne croit. En un mot comme en mille, je crois que l'histoire doit nous enseigner ce qu'a subi Israël, ce qu'a subi le peuple hébreu et beaucoup d'autres encore. Et il faut tout mettre en œuvre, et nous avons tous raison d'en parler, pour célébrer, commémorer, éveiller nos enfants au fléau que constitue l'exaspération de ce mal qui revient de temps à autre, chaque fois que s'annoncent les grandes catastrophes. Alors moi, je veux tout simplement pouvoir continuer à m'incliner devant tout ce qui représente la mémoire de la Shoah et tant d'autres. Et je veux rester libre, comme je le fais à l'égard de l'État américain lorsque ces décisions ne me conviennent pas, ou des Allemands, ou des Irlandais, ou que sais-je encore, de dire que la politique de l'État d'Israël ne me convient pas quand elle ne me convient pas. Je veux garder cette liberté-là parce que cette liberté républicaine, elle est inscrite dans nos gènes. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir dépassé de quelques instants. Je vous remercie. Bien, la discussion générale est close. La parole est maintenant à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, au cours de toutes vos interventions, j'ai entendu un message commun
La haine n'a pas sa place en République. L'intolérance n'a pas sa place en France. Voilà ce que j'ai entendu. Par contre, j'ai entendu beaucoup de prises de position, beaucoup de débats, beaucoup de questionnements sur des éléments qui ne sont pas dans l'article unique qu'il vous est proposé d'adopter. Et donc je voudrais, dans mon propos, rester sur l'essentiel, sur cette conviction que je partage, que tout le gouvernement partage, que le président de la République partage. La haine est un venin puissant. Elle s'alimente des préjugés, elle nourrit les rumeurs les plus folles, elle nie les évidences, tout comme les faits historiques. Elle se répand sur Internet comme dans les esprits, et ensuite passe à l'action, passe à l'attaque. La haine peut tous nous concerner, elle peut tous nous toucher. Elle est celle qui sévit contre les croyants, elle est celle qui sévit aussi contre les athées. Elle est celle qui touche les chrétiens, les musulmans, les juifs. La haine, c'est un concentré de bêtises. Et au fond, c'est quoi? C'est la peur de la différence. Nous devons lutter contre toutes les formes de haine et protéger chacun. Ce combat est long, il est difficile. Alors nous devons saisir chaque occasion qui nous est donnée pour le faire avancer. Mesdames et messieurs les députés, en prononçant ces mots, je me rappelle, comme vous, le martyr d'Ilan Halimi, mort torturé, victime des préjugés odieux parce qu'il était juif. Mais je me souviens aussi de ce soir, l'hiver dernier, où je me suis rendu à son mémorial profané, ces deux arbres abattus, là encore, pour souiller un peu plus sa mémoire. En m'adressant à vous, mesdames et messieurs les députés, je me rappelle les tombes du cimetière juif de Katzenheim, renversées et souillées. Ce matin même, ce sont les tombes du cimetière juif de Westhofen qui ont été profanées. Je me souviens qu'en février dernier, un jeune homme, à peine âgé de 16 ans, a été roué de coups parce qu'il était de confession juive. Je me rappelle encore qu'en avril, un homme à Paris était braqué, pistolet sur la tempe, au seul motif qu'il était juif. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons réagir fort et de façon systématique. Nous devons dénoncer, appeler le mal par son nom et condamner sans pudeur coupable, sans faux semblant. L'antisémitisme, c'est la haine de l'autre. L'antisémitisme, c'est la bêtise et la violence. L'antisémitisme, c'est un affront fait à la République, c'est une atteinte à la France. Alors, en février dernier, le président de la République avait fait une promesse. Plus jamais ça. Cela signifie que personne ne peut être injurié, personne ne peut être menacé, personne ne peut être agressé pour ce qu'il est, pour son origine ou sa couleur de peau. Cette promesse, je crois qu'elle n'est pas seulement adressée aux Français de confession juive, non. Je crois qu'elle est plus large, qu'elle s'adresse à toutes celles et tous ceux qui aiment et respectent la République, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Plus jamais ça. Cela veut dire que chacun doit être protégé. Cela signifie que chacun doit être en mesure d'exercer son culte dès lors qu'il accepte nos valeurs et nos lois. Cette promesse, enfin, c'est un avertissement ferme et sans ambiguïté à tous ceux qui se croient au-dessus des lois. Aujourd'hui, cette proposition de résolution nous permet de nous joindre à cet appel et de faire un pas de plus pour honorer cette promesse républicaine. Ce texte ne dit qu'une chose, il affirme haut et fort la position de la France. Il est une condamnation sans aucune ambiguïté de tous les mots, de tous les gestes, de tous les actes antisémites. C'est ce à quoi participe cette proposition de résolution en approuvant la définition de l'antisémitisme élaborée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. D'abord, il me semble important, afin d'éviter tout malentendu, compte tenu de ce que j'ai pu entendre cet après-midi, de préciser ce qu'est l'IHRA. Il s'agit d'une organisation internationale fondée en 1998 qui regroupe 31 pays dont la France ou le Canada pour renforcer et promouvoir autour d'experts l'enseignement de la Shoah, la recherche et la mémoire. Il y a 3 ans, par consensus entre les pays membres, la France comprise, l'IHRA a adopté une définition dite de travail de l'antisémitisme. Mesdames et messieurs les députés, c'est sur celle-ci que vous allez voter dans quelques instants. Et je veux vous la relire.
L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs pouvant s'exprimer par la haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme sont dirigées contre des individus juifs et non juifs, et ou leurs biens, contre les institutions de la communauté juive et contre les institutions religieuses juives. Je crois qu'il est important de revenir aux mots de cette définition pour éviter de leur faire dire tout et n'importe quoi. Or, cet après-midi, j'ai entendu beaucoup de choses qui ne trouvent pas place dans cette définition. Par exemple, les termes sionisme et antisionisme ne figurent pas dans cette définition. Les exemples sont également formulés avec attention afin de ne pas empiéter sur la liberté d'expression. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'une définition rassembleuse. Lisons-la, écoutons-la, respectons-la. Elle a d'ailleurs d'ores et déjà été adoptée par 20 pays, dont 16 membres de l'Union européenne, ainsi que le Parlement européen à une très large majorité le 1er juin 2017. Le Parlement européen s'est prononcé sur le texte, pas sur un débat fantasmé. Ainsi, le document précise bien, je cite là encore, que les critiques à l'égard d'Israël, comparables à celles exprimées à l'encontre d'autres États, ne peuvent être qualifiées d'antisémites. C'est cela la réalité du texte sur lequel vous devez vous prononcer. Cette définition a volontairement été choisie et pesée pour mieux saisir la réalité de l'antisémitisme moderne, sans prêter aux polémiques. Elle n'est pas juridiquement contraignante et n'a pas vocation à l'être. Je le dis devant vous, cette proposition de résolution n'a pas vocation à modifier le code pénal ou notre droit en matière de liberté d'expression. C'est cela dont on doit parler et c'est cela sur lequel vous devez voter dans quelques instants. Adopter cette définition, c'est donc un geste, monsieur le député, symbolique fort. Ce n'est pas changer notre droit, c'est mieux faire comprendre ce projet que certains portent au nom, au fond, de choix de liberté d'expression et qui n'est qu'antisémitisme. C'est donner, monsieur le député, aux universitaires, aux formateurs, aux professeurs, une définition claire pour mener le travail de pédagogie toujours nécessaire. C'est permettre aux enquêteurs magistrats de mieux décrypter la haine antisémite pour mieux la poursuivre et la sanctionner. Cette définition dite de travail, c'est un outil opérationnel fort. Et monsieur le député qui m'interpellait, c'est en disant les choses que nous ferons reculer la haine. C'est en votant des textes comme celui-ci que nous montrerons notre détermination collective à combattre l'antisémitisme et plus largement que nous agirons contre toutes les formes d'intolérance et de haine. Oui, monsieur le député, il faut savoir nommer les choses. Car j'en suis convaincu, dire les choses et les dénoncer fermement, c'est la première des nécessités, c'est la première des urgences morales et éthiques qui doit nous rassembler. Alors, je parle au nom du gouvernement et je vous le dis, nous le faisons. Nous avons accompagné les Français dans leur colère contre la multiplication des atteintes antisémites cet hiver. Et nous devons aller plus loin sur ce sujet. En février dernier, le président de la République a demandé la dissolution d'associations haineuses et violentes. Ces engagements sont devenus des actes. Le 24 avril, le Bastion social était dissous. Et le 24 juillet, c'était au tour de Blood and Honor Hexagone. Je peux vous dire, mesdames, messieurs les députés, qu'il y a des moments où je peux être fier d'être ministre de l'Intérieur, c'est quand je signe le résultat du travail de nos services pour empêcher ces associations-là. Ça n'a jamais été fait, c'est fait aujourd'hui. Et je vous le dis, ces dissolutions sont des tâches lavées au front de la République. Et j'ai demandé aux services de renseignement la plus grande vigilance pour que ces groupes ne puissent pas se reconstituer. Mais si je parle de notre engagement résolu dans la vie réelle, je sais combien la haine sévit aussi dans le monde numérique. Et là encore, nous devons agir. Mesdames et messieurs les députés, cette proposition de résolution est une avancée dans notre lutte contre l'intolérance. Mais ça n'est qu'une étape. Nous avons parlé d'antisémitisme, mais je n'oublie pas les atteintes antichrétiennes, les plus nombreuses chaque année, ni les atteintes anti-musulmanes et la dernière en date particulièrement ignoble et inacceptable, l'attaque de la mosquée de Bayonne. Tous ceux qui respectent les lois de la République méritent protection, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur pratique, quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau. Je veux dire mon implication personnelle dans ce combat. Je veux dire aussi que la lutte contre la haine ne connaît pas de petites victoires et que nous devons nous réjouir de toutes
les victoires et de les soutenir toutes. Mesdames et messieurs les députés, cette proposition de résolution est une de ces victoires contre la haine. Je suis donc fier, au nom du gouvernement, de la soutenir. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous allons passer d'abord aux explications de vote. Nous avons été saisis. Enfin, chers collègues, les explications de vote, c'est un droit, et de nombreux groupes ont demandé une explication de vote, auquel évidemment je vais donner droit. En commençant par le groupe LaREM, Monsieur le Président Legendre, vous avez la parole pour une durée maximale de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très bref parce que je crois que précisément ce débat a tiré son honneur du fait que tous les arguments, toutes les convictions avaient pu s'exprimer comme il le fallait, au bon niveau, portant les convictions des uns et des autres, même si, à l'évidence, nous ne sommes pas tous d'accord sur cette motion. Ce débat honore l'Assemblée nationale et je dois dire qu'au nom du groupe La République En Marche, je suis fier que nous l'ayons inscrit à nos débats, allant à l'encontre de tous ceux, dans ce sein ou à l'extérieur de cet hémicycle, nous mettaient en garde sur les risques que nous prenions à introduire cette discussion au sein de notre Assemblée. Je pense que tous, collectivement, nous avons apporté un démenti cinglant. Il n'y a jamais de mal à aborder les questions politiques, y compris les plus sensibles, quand nous le faisons au sein de l'hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale. Je voudrais en second lieu remercier Sylvain Maillard, qui depuis plusieurs mois a porté cette proposition de résolution, a accepté d'entendre les réserves qui pouvaient lui être apportées, qu'il l'a modifiée et qu'il la porte aujourd'hui dans sa version définitive. Je voudrais évidemment aussi insister sur un fait majeur. Cette motion doit être prise pour ce qu'elle est et seulement pour ce qu'elle est, une définition plus précise de l'antisémitisme prenant en compte un certain nombre d'évolutions que je crois nous avons tous été unanimes à noter et à dénoncer. J'ajoute enfin que j'ai vu dans la cour des débats qui ont précédé notre séance poindre une ambiguïté sur le fait que cette motion, cette résolution pourrait laisser à croire que nous négligerions d'autres formes de racisme, d'autres formes de discrimination. Cette ambiguïté nous est, au groupe La République En Marche, insupportable. Nous entendons, comme beaucoup, comme nous tous ici, lutter contre l'ensemble des discriminations et des formes de racisme. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé ce matin en conférence des présidents et qui a été acceptée cette mission qui va pouvoir démarrer très prochainement portant sur l'émergence de nouvelles formes de racisme, de discrimination, l'évaluation des dispositifs de prévention qui permettent de les traiter et des sanctions qui permettent de les réprimer. En conséquence, j'invite la plupart de nos collègues députés de cette Assemblée à soutenir cette proposition de résolution. Je vous remercie, Monsieur le Président Legendre. La parole. Je vais vous demander d'être un peu plus silencieux, s'il vous plaît, par respect pour l'orateur. La parole est maintenant à Monsieur Guillaume Larrivé pour le groupe LR. Merci, Monsieur le Président. Le groupe des Républicains, vous l'avez compris, votera pour cette résolution. Nous avons, dans le cadre du groupe d'études de la lutte contre l'antisémitisme, été très directement associés à la rédaction de ce texte important. Nous voterons cette résolution avec détermination, avec force. Nous le devons à nos compatriotes juifs de France, attaqués, agressés, violentés. Nous voterons aussi, je le dis très directement, en amis d'Israël, en amis de cet État, en amis de ce grand peuple d'Israël, si malmené par l'histoire, si menacé
dans son existence même. Nous voterons cette résolution avec force et nous la voterons aussi, je le dis, avec tristesse. Oui, je suis triste ce soir d'avoir entendu sur certains bancs les relents d'un islamo-gauchisme qui ne fait pas honneur à notre nation. Nous voterons cette résolution avec tristesse lorsque nous constaterons que l'Assemblée nationale ne saura pas ce soir être unanime dans l'approbation de cette résolution. Et, Monsieur le Président, je conclurai ce court propos en citant, en guise d'avertissement, en citant Bertolt Brecht. Si tu ne participes pas à la lutte, tu participes à la défaite. Eh bien, mes chers collègues, je vous invite à refuser la défaite. Je vous invite à participer avec le groupe majoritaire de La République En Marche, avec le premier groupe d'opposition des Républicains. Je vous invite, oui, à participer à ce combat national contre l'antisémitisme. Nous le devons aux Juifs de France, nous le devons à l'ensemble de la communauté nationale. Je vous remercie. L'explication de vote suivante est celle de Madame Michèle Victory pour le groupe socialiste. Je tiens à vous informer que sur le vote de la proposition de résolution, je suis saisi par plusieurs groupes d'une demande de scrutin public. La République En Marche, le groupe socialiste et apparenté, le groupe UDI Agir et Indépendant, le groupe de la France Insoumise et le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Nous annonçons ce scrutin dans l'enceinte. Madame Victory, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous nous sommes tous beaucoup exprimés. Nous avons essayé d'ailleurs de le faire dans la dignité et le respect pour presque tous. Et c'est important. Malgré ce que nous a dit le ministre, nous persistons à dire que nous ne voyons pas du tout l'intérêt de ce texte, qu'au mieux il est inutile puisque les outils législatifs existent déjà et que s'ils ne sont pas suffisamment utilisés, il nous faut donner davantage de moyens à la justice pour la rendre efficace. Et peut-être aux enseignants, mais j'ai cru entendre dans des propos que les enseignants auraient besoin qu'on leur explique ces notions de base qu'ils n'auraient pas bien compris parce qu'ils ne savent pas enseigner à leurs élèves la différence entre l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est quand même un peu violent à leur encontre, je trouve. Alors, à quoi ce texte va-t-il servir ? À renforcer le doute que vous avez semé, c'est vous-même qui l'avez semé, dans ce premier texte, en faisant, quoi que vous en disiez, une passerelle absolument évidente entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Nous la refusons. Et ce que nous défendons, nous, ce sont bien des valeurs d'universalisme, de la lutte contre toutes les formes de racisme. Et nous ne voulons pas différencier les haines, nous ne le ferons pas. Alors vous jouez avec les mots, vous essayez de nous dire et de nous mettre dans des cases bons républicains, mauvais républicains. Nous entendons pouvoir exprimer notre différence sans être taxés de supporter peut-être, voire d'encourager un antisémitisme. C'est une injure que vous nous faites en pensant ça. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Meyer Habib pour le groupe UDI et Agir. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais essayer de conclure mon propos. Tout à l'heure, je l'ai fait avec peut-être un peu d'émotion et de passion qui fait partie de mon ADN. Mais j'aurais voulu avoir un rêve aujourd'hui. Un rêve que, comme en Allemagne et comme en Grande-Bretagne, et au-delà de nos divergences, l'ensemble de cette Assemblée vote pour cette petite résolution qui va dans le bon sens. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible ? Parce que nos amis, nos collègues de gauche n'ont qu'un seul mot à la bouche. Un seul mot à la bouche, vous savez quel est-il, mes chers collègues ? La colonisation. La colonisation serait le mal, la source de tous les maux de la terre et de l'humanité. Mais mes chers collègues, mais quelle colonie a-t-il lorsque l'État d'Israël a été créé, que les Arabes ont dit « jette-les à la mer ». Quelle colonie avait en 1956 ? Quelle colonie en 1967 ? Lorsqu'il n'y avait pas de colonie. Quelle colonie a-t-il à Nice, à Paris, à Saint-Étienne-du-Vouvray, quand l'islam politique qui tue en Israël ou après en France, c'est le même, c'est la réalité. Vous ne voulez pas l'avouer, mais c'est l'obsession absolue d'un peuple qui
il existe un seul État juif à travers le monde, c'est 24 000 km². Ce qu'on appelle les territoires, c'est 6 000 km². On voudrait expliquer qu'un juif serait un colon en Judée. Comment un juif peut être un colon en Judée? On peut dire que dans un cadre d'un accord, certains veulent céder des territoires, mais de grâce, chaque pierre respire la présence des juifs depuis 3000 ans, depuis 4000 ans dans cette région. Ce conflit n'est pas un conflit territorial, c'est hélas aujourd'hui une guerre de civilisation. Et j'aurais tellement aimé aujourd'hui qu'on ait une unité sur quelque chose de tellement simple. Vous pourrez continuer à haïr le gouvernement, l'État d'Israël, à Netanyahou, le diable suprême qui a entre parenthèses donné, dont le frère, je le rappelais tout à l'heure, est mort pour libérer un avion français où il y avait des otages français. On a une dette morale envers lui, mais pour vous, c'est le diable suprême parce qu'il défend son... Mais là n'est pas le propos. Là n'est pas le propos quand j'entends, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre ici, certains de mes collègues, alors que le boycott est interdit par la loi, alors que nous sommes des législateurs, et j'ai certains de mes collègues qui disent « je vais continuer à boycotter », moi j'ai un problème. J'ai un problème avec la loi. Ce texte n'est qu'une petite résolution qui allait dans le bon sens, et j'aurais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tellement aimé. Je remercie par ailleurs tous les collègues, parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations. Les collègues de beaucoup de bancs sont venus me dire « mais on ne comprend pas, on a reçu une pétition de 100 et quelques intellectuels juifs, dont l'écrasante majorité sont des intellectuels d'extrême gauche israélienne qui sont en train de se mêler du débat chez nous en France. C'est la réalité. Alors regardez la liste et vous comprendrez. Mais ils ont le droit aussi d'exprimer leur position. Mais comment vous expliquer que l'ensemble du Parlement allemand, l'ensemble du Parlement en Grande-Bretagne, de la Chambre en Grande-Bretagne, ait voté unanimement et que chez nous, on traîne les pieds pour une malheureuse résolution? Alors j'espère, merci Monsieur le Ministre pour certains mots, au nom des Français juifs qui ont été sensibles à vos propos, et merci à tous les collègues, je devrais tous les citer, qui ont rassuré. Les Français juifs sont nés ici, veulent rester, à continuer à vivre en France, mais hélas 30 000 ont quitté le pays, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces dernières années. Mais le but, ce n'est pas de fuir ce pays, c'est de partir, pour ceux qui le veulent, par idéal, en Israël ou ailleurs. Mais il ne faut pas surtout fuir la France, parce que ce ne serait pas grave simplement pour les Juifs, ce serait très grave pour la France. Je vous remercie de votre attention, mes chers collègues. Je vous remercie. Oui, je rappelle, pour répondre à certains regards très interrogatifs, que la durée des explications de vote pour les propositions de résolution est de 5 minutes. Voilà, par précision. Non, c'est 5. La parole est maintenant à Monsieur Éric Coquerel pour le groupe France Insoumise. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, à écouter plusieurs des interventions qui viennent de succéder, on voit bien que ce projet de loi a moins pour objectif, cette résolution a moins pour objectif de débusquer l'antisémitisme que de réaffirmer le soutien à un État étranger dans finalement une philosophie qui s'apparente au choc des civilisations voulu par les États-Unis d'Amérique et à laquelle le gouvernement actuel israélien affirme tout son accord. Nous estimons à l'inverse que rien ne doit être contraire aux droits inaliénables d'une idéologie ou d'une religion, y compris quand elle est celle d'un État étranger. C'est la question de la liberté d'opinion qui est ici posée. Vous dites, et nous pouvons partager cette préoccupation, qu'il s'agirait juste de borner l'utilisation de l'antisionisme pour camoufler l'antisémitisme. Mais déjà, il faudrait prouver, chers collègues, et je pense que les preuves sont inverses à celles que vous affirmez, du moins celles qu'il affirme, que les différents jugements récents qui ont eu lieu dans ce pays, quand justement, de manière très évidente, on a utilisé le terme de sionisme à la place de juif, ont été justement dans le sens de condamnation. À l'inverse, les exemples auxquels vous vous référez, c'est-à-dire les exemples proposés par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, montrent toute l'ambiguïté de la question qui est ici posée. J'en donnerai une. Sont finalement prononcés comme condamnables le traitement inégalitaire de l'État d'Israël, à qui l'on demande d'adopter des comportements
qui ne sont ni attendus ni exigés de tout autre État démocratique. Comment allez-vous faire en sorte de définir ce qui est supportable comme critique ou pas? Je donne un exemple. Si on estime qu'un État qui enfreint toutes les résolutions de l'ONU et qui transforme en Bantoustan les territoires occupés palestiniens, qui expulse les Palestiniens de Jérusalem-Est, qui, dans sa nouvelle loi organique, estime qu'il y a plusieurs types de citoyenneté selon sa religion, pratique une forme d'apartheid. Est-ce que ça sera admissible ou pas? La question mérite d'être posée parce que c'est au nom de cette définition qu'ont été interdites, quel que soit après l'avis qu'on peut avoir sur ces campagnes, mais les campagnes effectivement de boycott de produits israéliens, dont chacun pourra estimer qu'elles n'ont aucun rapport avec l'antisémitisme, mais un rapport avec une critique radicale, légitime, d'un État qui enfreint les règles de l'ONU. Quand le journal Le Monde analyse la nouvelle définition justement de la Constitution organique de l'État d'Israël de 2018, c'est-à-dire l'État-nation du peuple juif, en lieu et place de l'État démocratique juif, comme, je cite le journal Le Monde, une vision ethniciste de la société, est-ce qu'on considérera, est-ce que ça sera admissible dans le cadre de cette loi? Au final, de cette résolution, l'assimilation antisémitisme, antisioniste, parce que c'est bien celle-là qu'elle fait, finalement épouse l'évolution voulue par le gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou. M. Netanyahou considère en réalité que tous les conflits dans le monde doivent opposer des communautés sur des cadres religieux, entre le bien et le mal. Et de ce point de vue-là, j'allais dire que toute l'explication tout à l'heure de vote de mon collègue Habib hier montre que nous sommes exactement dans ce cadre. Mais on voit bien que derrière ça, il y a là une dangerosité absolue et que l'on doit pouvoir critiquer en tant que telle. Alors que cette définition même est refusée par énormément d'Israéliens, que beaucoup d'intellectuels juifs la critiquent et la condamnent. Est-ce que vous êtes certain qu'à partir du moment où nous aurons voté cette loi, cette critique de l'ultrasionisme ne sera pas considérée comme une critique d'une collectivité composée de citoyens juifs, pour reprendre l'expression même de votre exposé des motifs? Vous voyez bien que nous ouvrons là une boîte à Pandore absolument terrible. Elle est terrible parce que dès lors que vous criminalisez, dès lors que vous transformez en délit, et le pire des délits, c'est-à-dire celui du racisme, ce qui est la critique de l'idéologie, on ne sait plus où on s'arrête. Je vous le dis, ce n'est pas ainsi que l'on mettra à mal la bête immonde du racisme et de l'antisémitisme. Nous sommes attachés à cette cause, mais faites attention qu'avec cette loi, nous n'ayons pas tendance, au contraire, à relativiser l'antisémitisme. Je vous remercie, chers collègues. Bien, nous avons encore une explication de texte. Gardons la tenue et la qualité de nos débats jusqu'au bout. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR et pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Oui, il est nécessaire de trouver les moyens pour lutter plus efficacement contre le racisme et l'antisémitisme. Et pour cela, vous trouverez toujours et en toutes circonstances les députés communistes à vos côtés. Et ce serait d'ailleurs probablement utile, car après... Ce serait probablement utile, car après avoir connu une décrue pendant quelques années, le nombre des actes antisémites est reparti fortement à la hausse ces 2 dernières années. Mes chers collègues, si cette résolution nous permettrait d'avancer, ne serait-ce que d'1 centimètre sur ce chemin, nous n'hésiterions pas à la soutenir. Nous pensons néanmoins que tel n'est pas le cas. Au contraire, nous pensons que cette résolution est une source de confusion préjudiciable au combat commun et ouvre une interprétation soumise à débat et donc à polémique. Or, le combat contre l'antisémitisme n'a pas besoin de polémique. Il a besoin de convergence, il a besoin d'unité et il a besoin de clarté. Et en cela, nous rejoignons le point de vue qui vous a alerté, notamment celui de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui nous alerte sur le sujet en particulier et qui dit, je le cite, qui évoque, je le cite, le risque de fragiliser l'approche
universelle et indivisible du combat antiraciste. Autrement dit, le danger qu'il y aurait à hiérarchiser les combats antiracistes ou les racismes eux-mêmes. Comme c'est aussi, d'une certaine manière, l'expression formulée hier dans la tribune des 127 intellectuels juifs qui rappelle utilement que l'antisionisme est une opinion qui existe au sein même de la communauté juive et des citoyens juifs depuis fort longtemps. Alors, chers collègues, l'enfer est, dit-on, pavé de bonnes intentions. Nous sommes prêts à vous faire ce crédit que les vôtres sont louables, mais entendez nos réserves. Mes chers collègues, la lutte contre l'antisémitisme, combat permanent et fondamental, prendrait un risque considérable si elle devait être détournée et mise au service de la limitation du droit de critique de quelque projet politique que ce soit. Les députés du groupe communiste, déterminés à ne pas baisser la garde, ne perdent pas de vue que le pire serait de nous diviser sur la portée universelle de ce combat. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cette résolution. Je vous remercie. Bien, chers collègues, nous allons maintenant procéder au scrutin. Nous allons procéder au scrutin. Je vais mettre aux voix les propositions de résolution en vous priant de bien vouloir regagner vos places. C'est fait, le scrutin est ouvert. Ça n'a pas pris. Le scrutin est clos. Ça n'a pas pris mon scrutin. Voici le résultat du scrutin. 269 votants, 226 exprimés, une majorité à 114, pour 154, contre 72. L'Assemblée nationale a adopté. Je vais suspendre 2 minutes avant l'examen du texte suivant pour qu'on puisse procéder aux différents changements d'équipe. Merci.